Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la Commission internationale des droits de l'homme, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de pouvoir m'exprimer une fois de plus devant cette tribune en ce jour où le monde célèbre la Journée mondiale des droits de l'homme sur le thème « Reconstruisons un avenir meilleur pour toutes les générations ». Lorsqu'on parle de reconstruction, cela sous-entend qu'il s'agit de toute urgence de repenser son mode de fonctionnement et d'opter pour des actions urgentes et concrètes. L'année qui s'achève dans quelques jours a malheureusement été émaillée de faits qui ont affecté la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comme entre autres les troubles et leurs conséquences sur les plans sociaux, politiques, le terrorisme de plus en plus grandissant, les changements climatiques, sans oublier la Covid-19 avec sa succession de variants. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, période marquée par tant d'atrocités, la communauté internationale éprouve le besoin impérieux d'ériger les droits de l'homme au rang de valeur universelle en créant l'Organisation des Nations Unies. Elle s'est donnée pour mission de garantir la paix et d'empêcher que les crimes passés ne se reproduisent. L'article 1er de la Charte des Nations Unies affirme ses objectifs, au nombre desquels figure le maintien de la paix et la réalisation de la coopération internationale, en encourageant, je cite, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. C'est donc imposé, après l'adoption de la Charte des Nations Unies, la rédaction d'un texte uniquement consacré à ces droits fondamentaux. Si l'affirmation et la garantie effective des droits de l'homme occupent ainsi une place centrale dans la tradition philosophique et juridique de notre pays, le Cameroun, et irrigue désormais la communauté internationale, l'actualité nous rappelle hélas combien la réalité dans le monde appelle à une mobilisation sans relâche. Toutefois, ce triste constat ne doit pas ternir l'éclat des progrès réalisés et dont l'adoption de la déclaration de 1948 est sans contexte un jalon incontournable, pierre angulaire de la proclamation des droits fondamentaux à l'échelle mondiale. Elle constitue le socle d'un processus normatif international et constate en constante expansion, visant à garantir les droits de la personne humaine de façon toujours plus spécifique. La singularité de cette déclaration repose sur son caractère universel, consacrant pour la première fois l'homme en tant que sujet autonome au droit international. Ne négligeons pas ce progrès déterminant, car la dissociation opérée entre l'homme et l'État témoigne de l'avènement de droits supranationaux intangibles, et ce indépendamment de toute immixtion étatique, comme le confiait Kofi Annan, 7e secrétaire général des Nations Unies. Ces droits n'appartiennent à aucun gouvernement. Ils ne se limitent à aucun continent, car ils sont inhérents à l'humanité elle-même. À ces droits civils et politiques, dits de première génération, il convient de rappeler que la déclaration de 1948 adosse des droits économiques et sociaux dont l'effectivité de cette foi subordonnée à l'intervention des pouvoirs publics. Bien qu'adoptée sous forme de résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration universelle n'est pas moins dépourvue de valeurs juridiques contraignantes. Elle jouit cependant d'une force morale considérable en tant que norme coutumière, définissant de pair avec la Charte des Nations Unies un modèle commun, rappelé par la Déclaration de Vienne du 25 juin 1993. Elle demeure surtout une source incontournable qui a érigé les textes internationaux, régionaux et nationaux subséquents. Mesdames et messieurs, il est intéressant de préciser que les pactes de 1966 ont eu une incidence directe sur des conventions régionales telles que la Convention américaine des droits de l'homme ou encore la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dont les préambules font expressément référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En dépit du dynamisme conventionnel ainsi insufflé,
la protection effective des droits de l'homme reste une problématique centrale de la société contemporaine. Les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont sensiblement identiques. Assurer partout et pour tous une protection contre les fléaux que sont la guerre, la dictature, la pauvreté ou l'intolérance. L'essor technologique et numérique nous offre des moyens nouveaux de lutter contre ces infamies. Il nous amène également à envisager les droits de l'homme sous l'angle de questions jusqu'alors inédites. Les notions de vie privée et de droit à l'environnement doivent être réévaluées. Je prends par exemple la COP26 qui s'est achevée le mois dernier à Glasgow, où près de 200 pays ont arraché un accord pour accélérer la lutte contre les réchauffements de la planète, sans toutefois garantir de tenir l'objectif de contenir à 1,5 degré Celsius, ni de répondre aux demandes d'aide des pays pauvres. Pour l'heure, il nous appartient de répondre aux défis primaires, ceux qui ont guidé le Comité des droits de l'homme dans la rédaction de la Déclaration universelle. Ainsi, il nous faut aujourd'hui fédérer la communauté internationale afin d'éviter une marginalisation, ça et là, de la défense universelle de ces droits fondamentaux. Nous faisons face aujourd'hui, presque partout dans le monde, à une vague de contestation qui touche directement au respect et à l'universalité des droits humains, en premier lieu, mais pas seulement dans les situations de conflit. Ainsi, c'est avec consternation que nous observons les attaques répétées contre les défenseurs des droits de l'homme. Le langage tout sécuritaire est utilisé à tout bout de champ pour réduire les défenseurs des droits, pour réduire l'espace civique et violer ainsi les droits civils et politiques des personnes qui s'engagent résolument pour la protection et la défense des droits d'autrui. Comme un écho de Nuremberg qui donnait naissance à la justice pénale internationale, la déclaration gravée dans le marbre des droits fondamentaux partagés par la communauté humaine. Si René Cassin souhaitait que la déclaration, qui a une très grande valeur morale, soit un guide pour la politique des gouvernements, un phare pour l'espoir des peuples, une plateforme pour l'action des associations nationales ou internationales de caractère civique, moi je souhaite aujourd'hui une pratique plus équitable et que ce ne soit plus les forts qui fixent leurs règles en matière des droits de l'homme et la logique selon laquelle ce qui est exigé aux autres ne l'est pas forcément pas pour nous n'a plus sa place. Son option, nous le savons bien, hélas, n'a pas mis fin aux exactions, aux guerres, aux discriminations et aux autres violations en tout genre des droits de l'homme à travers le monde. Depuis 1970, les juridictions spécialisées dédiées pour juger les crimes contre l'humanité ont été créées. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie en 1993, le tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994, puis en 1998, par la Cour pénale internationale et tout récemment le conflit post-électoral ivoirien. Compétente en matière de crimes et de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, elle continue son œuvre malgré les obstacles et embûches en grand nombre qui accompagnent son essor, parce que de plus en plus influencée par les intérêts des grandes puissances. J'en appelle aussi à une justice internationale plus responsable, plus juste et plus équitable, parce que l'Afrique semble être la cible privilégiée. Parallèlement, les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont constitué le creuset des textes internationaux et régionaux qui ont apporté une valeur juridique contraignante aux principes qu'elle a posés. 2 pactes internationaux des Nations Unies ont ainsi complété en 1966 la déclaration afin de constituer la Charte internationale des droits de l'homme. Le premier relatif aux droits civils et politiques, la PIDCCP, et le second relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, PIDESC. Parallèlement, les principes posés ont trouvé une nouvelle portée juridique par l'adoption au niveau régional des textes ayant force et contraignante. Ainsi, en est-il de la Convention européenne des droits de l'homme adoptée en 1950 qui s'inscrit dans son préambule, directement dans le prolongement de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948, qui tend à assurer la reconnaissance et l'application universelle et effective des droits qui y sont énoncés. Les principes édictés par la Déclaration universelle des droits de l'homme ont également été repris sur d'autres continents. Certains sont accompagnés de la création d'une cour chargée de les appliquer comme la Convention américaine aux droits de l'homme de 1969 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Organisation de l'unité africaine adoptée en 1981. Dans ce sillage, on peut encore signaler la Charte arabe des droits de l'homme de 2004 et la Déclaration asiatique des droits de l'homme de 2012. Malgré ces adaptations régionales, les textes adoptés partagent de nombreux principes posés par la déclaration qui, comme le précise l'article 2, sont non seulement universels mais également indivisibles. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration. Néanmoins, certains États considèrent que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas de force contraignante directe en termes de droits propres à leur pays, mais ces principes s'imposent dès lors qu'ils sont repris par des conventions régionales des droits de l'homme qui, elles, s'inscrivent dans l'ordre juridique interne. Il se dessine donc bien à travers des dispositions de la Déclaration de 1948 une conception universelle de la justice et des principes qui en découlent. Au premier rang figure sur le principe l'indépendance de la justice qui implique l'indépendance de la magistrature. Rappelons en effet qu'au terme de la résolution 40/146 du 13 décembre 1985 de l'Assemblée générale des Nations unies, accueille avec satisfaction les principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature que le 7e Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants a adopté à l'unanimité. Et invite les gouvernements à respecter et à tenir compte dans le cadre de leur législation et pratiques nationales. La sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu se trouve ainsi directement associée à l'indépendance de la justice et à son corollaire. La séparation clairement définie des pouvoirs qui apparaît donc comme un pilier de l'État de droit voulu par la déclaration, comme le soulignait le Premier ministre français, M. Lionel Jospin, le 8 septembre 1998, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'état de droit, c'est la soumission de l'État à la loi et la garantie par l'État du respect de cette loi. Il appartient en particulier à l'État de rendre la justice plus indépendante. On ne peut mieux souligner que l'indépendance de la justice est au cœur de l'État de droit et qu'un État ne saurait prétendre assurer effectivement la garantie des droits de l'homme s'il ne garantit pas l'indépendance de la magistrature, c'est-à-dire une authentique séparation des pouvoirs. En conclusion, j'aimerais à cette occasion relever que nous pouvons vivre dans un monde sans violence et jouir pleinement des droits fondamentaux si le défi de la pauvreté est relevé. Je pense également qu'on oublie trop souvent que les droits civils et politiques, et notamment les libertés d'expression qui mobilisent toute la communauté internationale, ne peuvent s'épanouir pleinement si les droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement, sont également garantis. La communauté internationale se doit donc plus que jamais d'accorder une égale priorité à la promotion du droit et à un niveau de vie suffisant, un environnement sain favorable à l'éclosion du bien-être des individus. Je tiens aussi à souligner l'esprit intemporel de la déclaration et de ses valeurs. L'universalité prônée doit s'ériger plus que jamais en un rempart contre le terrorisme, les discriminations raciales, géographiques et même climatiques, les sévices sexuels ou encore les répressions idéologiques et religieuses. Si le rayonnement de la Déclaration universelle des droits de l'homme s'arrête aux frontières de certains États, nous devons tous œuvrer
de concert avec les institutions compétentes, à étendre sa portée universelle qu'attendent tant de femmes et d'hommes dans le monde et bannir tout fatalisme, dans le constat des violations réitérées qui émaillent nos actualités. Je profite de cette occasion pour convier les fils et les filles de mon pays, le Cameroun, à reconstruire un véritable dialogue national qui aboutira très certainement à un véritable et durable consensus afin de barrer la voie aux menaces de la crise qui sévit dans le nord et le sud-ouest de notre cher et beau pays. Surtout de savoir que dans toute cour, les points de vue divergents sont légion. Et surtout de ne pas laisser le voisin venir résoudre à notre place nos différends, ce sera très immature. Et d'autant plus que quand le voisin a ses problèmes chez lui, il ne nous appelle jamais. Je sais que le peuple camerounais est un peuple mature et ne cédera pas à la manipulation. Sans oublier les incursions de la secte Boko Haram venant du Nigeria voisin, de l'instabilité socio-politique que traverse le Tchad, ainsi que l'insécurité grandissante à l'est de notre pays suite à l'instabilité sociopolitique chez notre voisin, la République centrafricaine. C'est dans un esprit fédérateur que je vous souhaite tous un excellent sommet. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le monde.